Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient maintenant à cet exercice inédit auquel la CENI va tenter de se prêter à partir de ce jeudi 1er mars. Concertation donc qui vont s'ouvrir tout à l'heure à 11h précisément du côté de la CENI avec l'UFDG pour commencer, ensuite le RPG Arc-en-Ciel, d'autres partis politiques et des listes indépendantes. L'exercice qui consisterait donc à réexaminer les résultats dans un certain nombre de circonscriptions où l'opposition s'est sentie lésée, où elle s'est sentie donc victime de fraudes électorales. On en parle avec notre second invité qui s'est installé dans ce studio, Mohamed Kamara. Vous le voyez à l'écran, il est juriste et professeur de droit dans les universités, dans les institutions d'enseignement supérieur guinéennes. Tamba, oui, vous voulez dire quelque chose? Non, ça me démangeait de poser la première question. Bien, moi, on va quand même d'abord lui souhaiter la bienvenue. Bah, je peux le faire. Hein. Bien, allez-y. Bonjour, monsieur Kamara. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Merci, c'est un devoir. Nous avons désormais une CENI juge et partie, une CENI qui gère le processus électoral et ensuite qui gère le contentieux électoral. Ça va commencer aujourd'hui. S'il en était un, pour nous, le contentieux, il a déjà été vidé. Mais c'est de cela qu'il va être question. Le deuxième round du contentieux ou le troisième round de mon observation, c'est inédit. Mais comment vous accueillez, vous avez accueilli cette annonce, cette invite de la CENI auprès donc des partis politiques d'opposition et même de la mouvance. Est-ce légal? Bon, merci encore une fois de l'invitation. Le plaisir de vous accueillir chez vous. Merci beaucoup. Ouais. En fait, j'aurais été plus à l'aise de parler des sujets qui ont trouvé une solution plutôt que d'être dans un sujet comme cela qui était attendu. Bien. Alors donc on va commencer par l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le remplacement de Baïdi Haribo à l'Assemblée nationale. Cet arrêt donc qui donne droit à M. Cheikh Chérif Touré de reprendre le siège laissé vacant par Baïdi Haribo à l'Assemblée nationale. Mais l'UFR dit niet. Oui. Donc, comment vous y réagissez, Mohamed? Très bien. Monsieur Tamba, je vais vous répondre par rapport à votre question. Je vais simplement pour mémoire. Oui, c'est d'ailleurs le fond du débat. Mais quand vous prenez notre pays, ça commence à être un peu difficile. Hein? Un député vote les textes de loi, il représente le peuple, mais il n'interprète pas les textes de loi. Article 59 de la Constitution du 7 mai 2010, le député est le représentant du peuple. Article 72, il vote les textes de loi et contrôle l'action du gouvernement. Full stop. L'interprétation des textes de loi revient au juge. C'est clair. Quand un député est nommé, ou il décède, je ne souhaite pas, ou il démissionne, son remplacement se fait dans les 8 jours qui suivent cette nomination ou bien cette vacance. Conformément à l'article 123 de la loi électorale. Je dis loi électorale, comprenez-moi, quand toutes les fois que je parle de loi électorale, sous-entendez l'appellation code électoral. Mais c'est inapproprié parce que ça n'a pas sa partie réglementaire encore. Tout à fait. Donc c'est pourquoi je dis volontiers loi électorale. Et donc, le remplacement se fait comment? Si c'est un député uninominal, le jour de l'élection, le député titulaire est élu avec le même suffrage que son suppléant. Donc il est député en réserve. Ce sont les partis politiques qui présentent les candidats. Mais ça ne veut pas dire que les candidats présentés sont les représentants. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire que les partis politiques sont représentés. Non, c'est les partis politiques qui présentent. Mais le député, une fois qu'il est présenté, il est le représentant du peuple. La Cour a donc, conformément à l'article 93, alinéa 4 de la Constitution, qui permet à la Cour de réguler les institutions, le rôle des pouvoirs législatifs et judiciaires et autres organes de l'État. Donc, en matière de régulation, la Cour a bien fait. La Cour a rappelé un principe sacro-saint, le principe de la non-rétroactivité de la loi.
L'article 7 du Code civil est clair. La loi ne produit d'effet que pour l'avenir. La Cour a rappelé d'autres éléments qui sont importants. La primauté du mandat par rapport au lien d'appartenance à un parti politique. Ce sont les partis politiques qui présentent, mais le député n'est pas le représentant. La preuve au niveau de l'UFDG. Monsieur Abakar Souma a quitté l'UFDG, mais pour autant, il n'a pas perdu son mandat. C'est vrai. Et monsieur Mouktar Diallo, mon cher ami, a été présenté par l'UFDG, mais pour autant, il n'est pas de l'UFDG. Oui. Les partis peuvent aligner des personnalités qui ont du bagou ou qui ont une crédibilité qui puisse inspirer confiance au niveau de l'électorat au point de rafler quand même et être crédité d'un suffrage exprimé qui soit honorable. Et donc la Cour a réaffirmé tout cela. Et la Cour a sanctionné la tentative d'interprétation à effet inutile du bureau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un arrêt célèbre. Et ça freine les velléités illégales d'un parti politique. Parce que le législateur sous le CNT a quand même commis l'erreur de vouloir donner trop de monopole aux partis politiques. Finalement, ce sont les partis politiques qui imposent leur diktat à l'État maintenant. On en viendra tout de suite là au niveau de la loi électorale. Pourquoi je ne suis pas trop pressé? Parce que je ne suis ni déçu ni surpris. Il vous souviendra, M. Abakar, quand il était question même d'adopter cette loi-là, l'invective que cela a suscité. Moi, j'aime être dans la prévention que d'être dans la guérison. On a dit non. Et heureusement, le président de la République lui-même avait été prudent à l'époque pour ne pas promulguer la loi en pièces détachées. La situation allait être plus catastrophique à l'État. Ils ont réuni les germes d'une incompréhension dans une loi. Après, ils sont étonnés maintenant de la survenance de la crise. J'en passe. Par rapport à l'arrêt de la Cour... Comment l'UFR peut vouloir ne pas se soumettre à cette loi? C'est assez grave. Et on a lu Dr Dean, on l'a écouté nous sur cette antenne dans Espace Premier hier, qui dit que même l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale n'acceptera pas un tel arrêt. Les grandes gueules. On suppose que le monsieur avait déjà été exclu. Est-ce que cela peut changer quelque chose en la donne? Vous savez, on peut étudier sans comprendre. On peut être docteur sans être à la hauteur de la culture de ce diplôme. Non, j'ai dit, quand je n'ai rien à voir. C'est une façon de parler pour dire attention, qu'il faut quand même avoir de la retenue. Le député n'interprète pas les textes de loi et qui plus est, ne développe pas ce qu'on appelle des tentatives qui frisent une sorte d'entrave au bon fonctionnement de la justice. C'est des actions passibles de poursuite et qui encourent des sanctions. Et le juge peut procéder à ce qu'on appelle la ligature. On peut ligaturer une personne en parallèle. Un député est certes bénéficiaire de l'immunité parlementaire, mais l'immunité parlementaire ne veut pas dire impunité parlementaire. Les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent à tout le monde. Article 99 de la Constitution. Les grandes gueules. Deuxième niveau, quand vous prenez l'application de cette même décision de justice, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'entrave. Il y a ce qu'on appelle l'entrave à la justice, à l'indépendance de la justice, mais aussi au respect à l'autorité de la justice. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la rébellion, le délit de rébellion à la loi. Quand vous entendez rébellion à la loi, c'est s'opposer par exemple à l'application d'une décision de justice. Là, le bureau de l'Assemblée, heureusement, ce n'est pas tous les députés, le bureau de l'Assemblée nationale a fait une interprétation de la loi à effet inutile. Imaginez, en Guinée, il n'y a pas un mandat impératif. Il y a un mandat représentatif. L'article 70 est clair. Autrement dit, si vous êtes désigné par un parti politique, vous représentez le peuple, votre parti politique ne peut même pas vous imposer une ligne à suivre. C'est ce qu'on appelle mandat impératif lorsque vous subissez l'ordre d'un parti. Imaginez que vous soyez député d'une localité minière. Après, vous dites non, les jeunes ont protesté qu'il faut exclusivement défendre seulement que les jeunes de cette localité pour qu'ils soient seuls bénéficiaires de l'emploi généré à partir de là-bas au détriment des autres Guinéens. Ainsi, vous aurez obtenu un mandat impératif. Le mandat impératif n'existe pas au niveau du pays. C'est un mandat représentatif. Mais représentatif de qui? Du peuple, pas du parti politique. Et donc, toute personne qui va vouloir imposer son diktat par rapport à une décision de justice, surtout la Cour qui régule les institutions, s'expose à des poursuites parce qu'il aura fait preuve de rébellion. Et si vous êtes moins de 3 personnes, la sanction est légère. Si vous réunissez parce que vous êtes groupe parlementaire, ça devient grave. Parce que conformément justement aux articles 666 de la loi 059 du 26 octobre 2016 portant code pénal, quand vous faites un délit qu'on appelle délit de rébellion par rapport à une décision de justice de cette manière-là,
vous encourez banalement entre 6 mois jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Alors, en pareil, Et si vous êtes plus de 3, c'est de 2 jusqu'à 5 ans. C'est clair. Parce qu'au niveau, si vous êtes moins nombreux d'ailleurs, on dit, ou avec une amende de 500 000 à 1 million, ou de l'une de ces deux peines seulement. Mais quand vous le faites en groupe, automatiquement, ça devient plus grave. C'est pourquoi qu'est-ce que le bureau de l'Assemblée, qu'est-ce que Kouri Koniano doit faire? Parce que l'arrêt lui intime l'ordre d'installer M. Touré dans ses fonctions de député. Mais vous savez... il ne peut pas se défausser là-dessus. Comment se défausser? Dès lors qu'un député va se mettre contre cela, le procureur doit mettre en mouvement l'action publique. Et on saisit le même bureau, même si tu es président de l'Assemblée ou bien vous êtes qui, on saisit le même bureau si on n'est pas en session parlementaire pour demander à lever de l'immunité. Immunité parlementaire ne veut pas dire impunité parlementaire. On n'est pas dans un caravansérail, on est dans une république qui doit être régie par les lois. Mohamed Kamara, juriste, professeur de droit dans les institutions d'enseignement supérieur. Vous l'écoutez, il est notre invité. On va changer de registre. On va parler à présent de ce réexamen de... Bien. Est-ce que la loi parle d'une période, d'un temps pour exécuter la décision? C'est sans délai. C'est sans délai. C'est sans délai. Ok. Bien. Mais vous savez, on est dans une situation... Sun Tzu a dit dans l'art de la guerre qu'un État tient debout sur 3 piliers. Le travail, les valeurs et la justice. Il peut arriver que les gens ne travaillent pas dans un pays, peu importe, que les valeurs s'inversent. Mais l'élément central qui constitue une sorte de poutre de l'État, c'est la justice. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne le sifflet pour dire « Oh là là, c'est fini ». Sinon, ça ne peut pas aller. Bien. Peut-être avant de faire réagir Mohamed Kamara, on a 2 Mohamed qui sont tous juristes. Mohamed Mara, votre avis d'abord sur ce qui se dessine, ces concertations. On l'a dit, on l'a répété, c'est de l'inédit. C'est cet exercice de réexamen des résultats des élections du 4 février. Le chef de l'État cherche à convaincre l'étranger que la Guinée est une bonne destination où il fait bon vivre, où il fait bon investir, où le climat est favorable aux investissements. Alors, s'il veut continuer sur cette lancée, il est grand temps que le chef de l'État relève la tête, qu'il comprenne que l'entreprise dans laquelle on veut l'entraîner va discréditer à tout jamais son mandat, mais aussi notre pays aux yeux de l'étranger. La loi, malgré ses insuffisances, on va en parler, parce que cette loi-là, je vous le disais ici dans l'espace première il y a 2 jours, que ce sont ces mêmes partis politiques, notamment ces 2 partis ultra-dominants, qui nous ont imposé un accord politique et qui nous ont donné cette loi, avec ses imperfections. Aujourd'hui, je me demande par quel tour de passe-passe ils vont la contourner. De quoi s'agit-il? Les partis politiques ne sont pas d'accord et plusieurs listes d'ailleurs. Tout le monde convient qu'il y a eu des irrégularités manifestes. Mais là où on doit se défendre, c'est devant les tribunaux. Lorsque, après les CACV, les résultats ont été affichés, vous avez eu le temps d'ester devant les tribunaux. Mais ce qui m'étonne, c'est vrai que par endroits, on a vu même des cas de déni de justice. On a vu un juge qui allait jusqu'à dire que c'est à la Cour constitutionnelle de trancher en matière de contentieux quand il s'agit des communales. Ce qui est faux. Un tel juge, il faut le poursuivre devant le CSM. Purement et simplement, non, c'est vrai. Parce que lorsque vous faites manifestement preuve d'une telle légèreté, il est possible d'être sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est un cas. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que dans les réclamations de l'opposition elle-même, il y a des circonscriptions, aujourd'hui, dont on veut ramener les résultats sur la table, et circonscriptions dans lesquelles il n'y a même pas eu de contentieux électoral. En tout cas, dans lesquelles ils n'ont pas porté plainte devant les tribunaux de première instance. Je suis étonné. Comme quelle circonscription, Mohamed? Lorsque vous prenez, par exemple, comment ça s'appelle, Dixine. Prenez Dixine. Tout le monde sait qu'il s'est passé des choses absolument incroyables à Dixine. Parce que vous ne pouvez pas, dans les mêmes résultats, avoir le suffrage exprimé qui est égal au nombre, comment on appelle ça, de bulletins nuls. C'est pas possible. Et je ne sais pas au nombre de votants, et ainsi de suite. Il y a eu des problèmes. Et dans certains cas, vous avez le procès verbal de ces résultats qui, je crois, en 6 exemplaires, qui ne concordent pas avec les résultats affichés. Il y a manifestement des problèmes. Mais qu'on nous dise aujourd'hui que des partis politiques, et sans oublier qu'ils ont même le droit de poursuivre des personnes au pénal lorsque ces personnes se rendent justement coupables d'infractions. Parce que ça aussi, on l'oublie. Il n'y a rien de tout ça. Maintenant qu'on dise les résultats sont définitifs, qu'est-ce qu'on fait? L'initiative est prise et amenée au chef de l'État qui aussi valide des demandes à la CENI. Il faut les recevoir avec leur PV et voir comment il faut réajuster les résultats.
Si l'on cède à une telle entreprise dans notre pays, nous parlons plus de république. Plus de démocratie. Plus de démocratie. Bien, on en vient à notre invité. Mohamed, votre regard d'ensemble d'abord sur ce qui se dessine, ces concertations. Il a dit que c'était prémonitoire. Oui. J'aimerais savoir En quoi les c'était signaux Très bien. qui ont été lancés. Il y en a eu ici sur même votre... Heureusement, M. Abakar Diallo a la mémoire fidèle. Il peut témoigner. M. Tamba aussi, et puis voilà. Merci. Et quand vous prenez d'abord une élection, vous savez, pour maîtriser une élection, il faut 3 paramètres. Si vous ne maîtrisez pas 3 paramètres, quoi que vous fassiez, vous partirez droit au mur. Le premier, c'est le cadre juridique. Il était incohérent, imprécis, incomplet, confus et diffus. 2. L'organe de gestion des élections était comme un général d'armée dépourvu de troupes à la base. Parce qu'il est indiqué à l'article 21 de la loi sur la CENI que les démembrements de la CENI perdent leur fonction juste après la proclamation des résultats. 3e élément à maîtriser, c'est le corps électoral. 1. Le cadre juridique. Ils ont malmené le texte. La Cour constitutionnelle a censuré beaucoup d'éléments. Et puis ça a été dit avec des développements que détachables. Si on détachait l'ensemble, et le président de la République a été très prudent à la suite de la publication de certaines tribunes. Tout à fait. Il a pris soin de ne pas, et à bon droit, promulguer cette loi. Sinon, la situation allait être plus grave. Il a ramené, sauf que j'étais content, mais un peu sur ma faim. Pourquoi? Parce que quand ça a été ramené à l'Assemblée, les gens ont dit non, une mise en forme. Mais quand même, l'Assemblée nationale n'est pas un centre de prestations informatiques comme on a Internet. C'est de voter les textes de loi et contrôler l'action du gouvernement. Les techniciens se sont retrouvés, ils ont colmaté les brèches, et puis voilà. Ce qui devait arriver arriva et nous partîmes en crise. Quand vous prenez un premier élément, l'article 86, on dit que les magistrats qui doivent présider les CACV sont des magistrats de l'ordre judiciaire. Je veux vraiment qu'il y ait une réforme de cette loi pour qu'on ne continue pas à administrer des pics aux magistrats qui sont respectables. Vous imaginez, on place le magistrat dans une position de subordination vis-à-vis de la CENI pour qu'il gère les CACV. Et puis dans la loi, on met là-bas que ce sont les magistrats de l'ordre judiciaire. Ce qui est faux parce qu'en Guinée, il n'y a pas 2 ordres, c'est un seul ordre et une dualité de droit. Ils ont provoqué de facto un manque de magistrats. Conséquence, il fallait prendre un même magistrat pour confier 3 CACV. Avec quel don d'ubiquité? À l'instar d'un enseignant, un surveillant qui surveille 3 salles de classe dans 3 lycées différents. 3 salles d'examen. 3 salles d'examen dans 3 lycées différents. Et il a le don d'ubiquité. Et puis il surprend des gens en train de frauder. Chaque fois qu'il fait un tour. Après, il surprend 30 personnes. Les 30 personnes portent plainte contre lui, son travail. Et comme il a quitté maintenant la CACV, il a rejoint son lieu de travail. On lui soumet, on dit, bon, sanctionne ton travail. Tu deviens exécutant, contrôleur, superviseur. Et tu te sanctionnes toi-même. Même si ce n'est pas toi-même qui dois gérer ce contentieux, comme il y a l'esprit de confraternité entre les magistrats, un peut être prédisposé, si tant est qu'il ne soit pas attaché à l'application de la loi, pour ne pas, par exemple, discréditer désavouer son collègue. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ils ont dit, bon, écoutez, on s'en contrefiche éperdument des primo-votants, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont pas eu 18 ans pour voter. Nous, ce qui nous importe, nous, partis politiques, UFDG, parti politique de l'opposition qui est censé défendre les textes de loi, mais qui fait une compromission. Et puis, le RPG, arc-en-ciel, avec plusieurs couleurs qui virent vers le rouge. Pour dire, voilà, c'est clair, on peut faire un compromis sur les textes. Et l'État cède à cela. C'est l'État qui donne les agréments aux partis politiques. Ce n'est pas un parti politique qui doit quand même imposer son diktat. On est arrivé à une situation où même des ONG qui n'ont pas un agrément font un ultimatum à l'État. Si vous n'organisez pas tel dans 3 jours, vous allez le voir. Mais c'est le monde à l'envers. C'est l'État qui doit être neutre. Et pour ce faire, l'État doit montrer l'exemple. Les fonctionnaires doivent éviter de vider aux 3/4 l'administration pour aller battre campagne sous prétexte de protéger un poste ou conquérir un poste. Les grandes gueules. L'article 26 de la Constitution. Donc, ils ont mis à l'article 203 de la loi électorale que le fichier qui a servi de cadre en 2015, c'est ce qui va continuer. Donc, on est d'accord pour aller avec les inégalités, les impuretés d'avec. Tout à fait. Finalement, les jeunes qui n'avaient pas 18 ans, et Dieu seul sait que par jour, chaque année, chaque jour, beaucoup de Guinéens atteignent les 18 ans. Et l'article 17 de la loi électorale indique que du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, le fichier doit être mis au goût du jour. Conséquence, le fichier n'a pas été retouché. Les primo-votants par milliers ont été écartés. L'électorat ne se rajeunit pas. Et après, qu'est-ce qui arrive? On demande, bon, écoutez, 3 cartes sont délivrées par quartier. On t'appelle d'ailleurs, tu es dans un ancien quartier. On dit, on a vu ici ta carte. On dit, pourtant j'ai une autre carte. Finalement, multiplication de cartes.
Les décédés n'ont pas été enlevés au niveau du fichier, donc ça n'a pas été expulsé. Le fichier n'a pas été dépoussiéré. Exactement. Ouais. Sinon, même s'il y a 27 procurations ou bien 98 procurations sur un électorat de 100 personnes, si dans un quartier, il y a 98 malades, invalides ou bien indisponibles, il n'y a que 2 qui ont pu effectuer le déplacement. Mais le ratio est connu. Ça fait 98 plus 2, mais le fichier est là. Si vous n'avez pas de maîtrise sur le fichier, deuxième élément, voyez-vous. Donc, c'est une question centrale, le fichier. Mais c'est clair. Ouais. Alors, ils ont banalisé. Et en la matière, il y a un chef de file, un porte-parole de l'opposition qui m'avait à l'époque attaqué avec bille en tête pour dire les juristes qui défendent ça, ils n'ont rien compris ou bien ils font la rébellion contre la loi. Et il y a un autre ministre qui s'est déplacé pour aller me menacer, moi, dans mon lieu de travail. Je tais son nom, oui. Lui, il ne comprend pas que le pouvoir, c'est la pluie. Quand il pleut, il va cesser de pleuvoir. Donc, il est venu. Il a dit, parce que moi, j'étais convaincu de la noblesse de la cause poursuivie. Ouais. J'aime être dans la prévention que d'être dans la guérison. C'est important. Alors, du coup, qu'est-ce qui est arrivé? On dit, bon, écoutez, on colmate les brèches. Et puis voilà. Même dans la même loi, il y a une incohérence. Il est dit, par exemple, aux articles 113 et 114, par rapport aux opérations de dépouillement et puis le contentieux, le nombre de jours. 2 jours pour la CACV. S'il n'y a pas de plainte, la CENI a 2 jours encore. Mais quand vous prenez l'article 162, il est indiqué que la CENI a 3 jours. Une incohérence déjà. À compter du dernier bulletin à recevoir. 72 jours. Donc, il y a une incohérence manifeste. On doit apprendre. Alors que dans notre pays, il y a 3 institutions. Mohamed Mara peut témoigner. 3 institutions qui nous ont appelés pour demander, partenaires techniques et financiers, pour faire une étude sur le cadre juridique, détecter les failles et faire des propositions de formulation. Parce que le législateur peut voter, mais il ne peut pas être dense dans la logistique, la formulation la rédaction des textes de loi. Ça a été royalement mis de côté par l'Assemblée nationale, par développement d'esprit corporatiste. Vous ne travaillez pas dans l'institution, vos propositions ne sont pas la bienvenue. Or, on peut dire quand même, voilà, c'est une proposition qui a du sens, mais est-ce qu'elle est prétentieuse? Est-ce qu'on peut l'intégrer maintenant ou pas, etc., etc. Donc, c'est arrivé. Maintenant, le corps électoral, on a fini. L'organe des échelons de direction, la CENI. La CENI. On dit là-bas, bon, écoutez, les démembrements perdent leur fonction parce que les gens ne veulent pas mettre de l'argent au niveau de l'élection. Ils disent que l'élection est coûteuse. Or, une élection n'a pas de prix, ça n'a qu'un coût. Finalement, les démembrements ne sont pas fonctionnels. Chaque fois qu'il y a une élection annoncée, on fait 3 mois, on réactive des personnes, on les recrute à tour de bras. Après, on prend des personnes pour dire formateurs de grands formateurs, 3 jours, avec un titre ronflant. Ceux-ci-là sont formés en 3 jours, loi du nombre. Les personnes là forment des formateurs en 2 jours et les formateurs forment les agents de bureau de vote en 1 jour. Premier risque, déperdition de connaissances. Qui d'ailleurs souvent ne sont pas dans les bureaux de vote le jour J. La parce qu'on a vu des exemples. La conséquence, quand le perdien est petit, il quitte là-bas, il se fait remplacer ou il brille par son absence. Finalement, la personne qui a subi une déperdition de connaissances peut poser des actes volontairement ou involontairement de nature à entacher le scrutin. Et quand il y a finition de l'élection, les personnes trouvent de l'emploi ailleurs. Alors encore une fois, ce qui devait arriver, arriva et nous partîmes en crise. Alors Mohamed Kamara plutôt, quelles sont les conséquences d'un tel acte au niveau de la CENI? Si la CENI se met à réexaminer tous ses PV, à reconsidérer ses PV, il y aura modification. Vous avez certainement entendu, parce que ça semble plaire à l'UFDG, mais ça crée déjà des grincements de dents du côté du RPG. Le RPG a fait une déclaration, en tout cas son secrétaire permanent a annoncé qu'il ne serait pas prêt à accepter toute modification de ce résultat. Les conséquences peuvent être... Mais d'abord, à quel schéma juridique, à quelle base juridique cela repose? Est-ce que ça repose à une quelconque base juridique? Voilà. Ce qui va se passer, c'est la principale question. La principale question, c'est que ça ne repose pas sur un fondement juridique. Parce que il est vrai que le principe du double degré de juridiction a été violé lorsqu'on permet simplement au tribunal de première instance de vider le contentieux en premier et dernier ressort. Alors que dans les autres matières, on permet quand même, quand quelqu'un qui n'est pas satisfait au niveau du tribunal de première instance, de faire appel, d'interjeter appel. Donc ça mais ça ce n'est pas à l'ordre du jour présentement parce que c'est une loi organique qui a été votée par la représentation du peuple. Tout à fait. Alors les articles 113 et 114 sont très clairs. Quand le contentieux est vidé, s'il est pendant devant les tribunaux, c'est bon. Quand le tribunal vide le contentieux, c'est d'abord non seulement insusceptible de recours, mais si le tribunal venait à annuler, les élections sont à organiser dans les 60 jours. Ce n'est pas moi qui ai mis ça, vraiment, c'est le législateur qui a fait. Ouais. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Maintenant, il est indiqué quand même que les textes ont pour définition que de régir
la vie en société et non d'envenimer la vie en société. Parce qu'il y a des scénarios en pareilles circonstances. Le premier scénario, c'est quoi? Le scénario probable, le scénario idéal et le scénario redoutable. Le scénario probable, comme ils ont commencé par des compromis, c'est d'aller trouver une sorte de compromission pour dire, bon voilà, qui a pris à tel niveau. Parce que même la CENI s'est acharnée contre une décision de justice rendue dans la région forestière pour des difficultés d'application. C'est autant vous dire que quelqu'un peut être compétent en matière pénale, mais sans être compétent en matière de contentieux électoral. Des grandes gueules. Et c'est pour l'occasion d'ailleurs de bonifier davantage le budget du ministère de la Justice pour permettre aux magistrats d'être denses à l'occasion des vacances judiciaires au niveau, par exemple, du contentieux administratif et du contentieux électoral. Parce qu'une expertise à part. Et donc, voilà ce qui est arrivé. Donc, il est indiqué à l'article 2, alinéa 3 quand même de la loi électorale, que les cours et les tribunaux peuvent veiller à la régularité du scrutin et peuvent prescrire toute mesure utile à cette fin, quoi. Donc ça, j'estime que la CENI doit éviter de créer un précédent en d'abord commençant par demander l'avis consultatif de certaines juridictions pour donner cette touche. Parce qu'à l'étape actuelle, quand vous dites annuler, qui annule? Ce n'est pas la CENI qui annule. Ce sont les cours et les tribunaux. Voyez-vous? Ça, c'est le premier élément. Et quand vous annulez, vous êtes obligé d'organiser des élections dans les 60 jours qui suivent. C'est clair. Et puis, avec des impuretés pareilles, ça deviendra bis repetita. Et donc, ouais, en définitive, parce que modification partielle. Il ne reste plus que 2 minutes. 2 minutes, d'accord. Très rapidement. Est-ce que c'est possible? Si un accord, si un accord, une modification partielle, par exemple. Je pense qu'il faut aller vers l'article de l'alinéa 3 de la loi électorale. D'abord, sur le fondement des articles 114 et 113 et 114, je vous ai dit déjà que la réponse c'est catégorique, c'est non. Maintenant, les cours et les tribunaux quand même sont mieux placés que nous pour dire, bon voilà, en fonction de cette situation, parce qu'à la limite, on est arrivé à subir le diktat des deux grandes formations politiques. C'est des arrangements. On est allé, à un moment donné, j'avais dit, non, écoutez, un journaliste m'a posé la question, pardon, en disant, écoutez, pour convoquer le corps électoral, c'est combien? Ça a coïncidé à la prise de décret. J'ai dit, hop, il y a un jour de plus. Il y a des gens qui m'ont appelé au téléphone pour dire, mais toi, tu es trop mesquin. Même si on rajoutait 5 jours, c'est pas la fête de la démocratie. Je dis, ah, d'accord, j'ai retiré. Donc, mais c'est cela, il faut faire de la présence. Si c'est à l'extérieur, mon cher ami, vous savez, vous avez beaucoup voyagé dans la région des Grands Lacs et autres là. On fait beaucoup de police Briest. Ça rapporte $500 pour qu'on donne ça aux jeunes Guinéens qu'on forme présentement par rapport à l'analyse, l'alerte précoce et les réponses rapides. Comment ceux-là peuvent nous entendre et que nos propres compatriotes ne nous entendent pas, alors que c'est des crises inutiles et évitables? En définitive, vous condamnez ce qui se dessine? Ah oui, je condamne. Mais vous savez, je ne passe pas par le dos de la cuillère parce qu'une république ne fonctionne pas avec des compromissions. Parce que c'est qu'il faut retenir. Mais pour que une république ne fonctionne pas avec la compromission, l'État doit être neutre. Parce que vous avez beau dire, ah, la paix, la paix, la paix. Mais pour que ça prenne recette, il faut que la justice ait le courage de vider le contentieux, mais en s'abritant derrière la loi. Oui, votre regard d'observateur de la chose politique, parce que la démarche va consister à contenter en grande partie, en l'occurrence l'UFDG. Quelles peuvent être les conséquences de tout ceci sur l'échiquier politique en général? C'est un précédent dangereux qui va être créé. Et d'ailleurs, je me suis étonné comment les juridictions peuvent voir l'article 99 de la loi électorale là pour dire que ça va être désigné au prorata les chefs de quartier. C'est pas pour rien que les chefs de quartier, certains, pas tous, ont développé l'instinct de survie pour créer un deal avec un certain nombre d'acteurs pour dire si tu veux passer ici, il faut que ce soit moi. Donc voilà, donc encore une fois, c'est un précédent dangereux. Il faut éviter que l'on banalise les textes de loi dans notre pays. Mais encore une fois, comme il est mis à l'article 2, alinéa 3, que les cours et les tribunaux peuvent prescrire toute mesure utile par rapport à ces élections-là, même s'il est indiqué que c'est par rapport au déroulement, voyez-vous. Bon, et non dire, voilà, publication et autres, mais encore une fois, c'est le juge qui est la bouche du droit. Mais je suis mal à l'aise dans mes baskets de voir toujours qu'on malmène les textes de loi avec des compromis. Alors, vu que c'est grave, est-ce que juridiquement, on a la possibilité d'arrêter la machine avant la finalisation de cette opération? Et ces concertations. Mais là, en droit, celui qui a la qualité, la capacité, l'intérêt à agir conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, c'est celui qui est en justice. Moi, je ne suis ni candidat, ni quoi que ce soit, mais encore une fois, il est important que force reste à la loi. Les magistrats doivent être dans une logique de vider le contentieux. Encore une fois,
la CENI, vous allez voir tout de suite là les acteurs politiques qui sont d'accord avec la démarche de la CENI alors que c'est anormal à bien des égards au plan juridique. Ouais. Je ne parle pas de la question politique ou la question de la paix, ainsi de suite. Mais au plan juridique, c'est un précédent. Et l'instant d'après, ce sont les mêmes acteurs qui vont commencer à demander, par exemple, qu'il y ait un renouvellement au niveau de la CENI, alors que c'est un mandat qui doit aller jusqu'à terme. Même s'il y a une sorte de renouvellement à terme d'une nouvelle loi sur la CENI, ça n'a pas d'effet rétroactif sur la CENI actuelle présentement. Mohamed Kamara, juriste, professeur de droit dans les institutions d'enseignement supérieur guinéennes. Il était notre invité. Merci Mohamed. C'est un devoir en application de l'article 22 de la Constitution. Bien Mohamed. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir et de vous recevoir dans ce studio qui est le vôtre aussi. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules. Merci à l'équipe de réalisation. Mohamed Diaby El Maestro a géré la console numérique côté radio. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Merci à Awal Alassane Kamara qui ont piloté les caméras. Une pensée au turbo Lamine Guérassi, un tout petit peu souffrant ce matin, c'est pas grave. Il va donc se remettre très vite et on espère qu'il sera là lundi, il va reprendre sa place. Merci à vous qui nous avez regardé à l'international depuis la France mais aussi depuis les États-Unis. Merci de l'attention, on se reprend demain matin de 9h. Au revoir.